Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, en amour, tu retombes toujours systématiquement dans les mêmes schémas ? Tu sais, ce genre de relation bancale qui te laisse vide ou hyper anxieuse alors que tout a l'air d'aller bien ? Moi, oui, et très souvent. Il y a quelques semaines, j'ai lu le livre de Sandy Kaufman qui s'appelle « S'ouvrir à l'amour » et franchement, ça m'a aidé à comprendre un tas de trucs. Ce que j'ai compris, c'est que mon anxiété en amour, qui était vraiment chronique, c'était pas un bug. En fait, c'était un message. Mais ce message, moi, j'étais pas du tout équipée pour le décrypter. Et ce qu'elle explique, Sandy, dans ce livre, c'est comment notre système nerveux influence nos histoires. Pourquoi on s'attache, pourquoi parfois on flippe, pourquoi tout d'un coup on s'emballe de ouf. Elle nous donne des outils concrets pour repérer ce qui nous fait saboter nos relations, pour apaiser ce qui brûle trop fort à l'intérieur, et là je sais que tu vois exactement ce que je veux dire, se sentir plus sécure avec l'autre et surtout et avant tout avec soi-même. Ce bouquin, il est super doux, il est clair, il est hyper bien structuré. Tu peux le lire et tu peux aussi faire les exercices qu'elle propose à l'intérieur. Tu peux écrire directement dans le livre. Et moi, ça m'a aidé à mieux comprendre comment j'aime et pourquoi je m'étais perdue parfois avant de rencontrer mon amoureux il y a 12 ans. Que tu sois en couple ou célibataire, tu vas t'y retrouver dans ce bouquin, j'en suis sûre. Tu peux le commander en librairie ou sur sandykaufman.ch/livre. Je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Et tu peux aussi écouter son podcast qui porte le même nom, S'ouvrir à l'amour. Moi, je l'écoute souvent, je l'adore. Bref, tu me diras ce que t'en as pensé. Allez, maintenant, place à l'épisode du jour. Pendant le concert, donc forcément, il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a les bougies. Et là, un truc qui ne m'était pas arrivé depuis l'adolescence, le cœur qui se met à s'emballer et des sueurs froides comme « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ? Je suis tétanisée en fait, il est à côté de moi, je ne sais plus quoi faire. » Donc, une enfant, enfin une ado, quoi, complètement. Et là, je me dis, est-ce que je pose ma tête contre lui ou pas ? Et en fait, c'est une sensation que je redécouvre, que j'avais vécue en fait quand j'étais en 5e, la première fois où je vais au cinéma avec un garçon que j'aime bien, où j'avais hésité à poser ma tête contre lui et tout à 13 ans, quoi. Donc 10 ans plus tard, je me retrouve dans la même situation. Et je me dis, bon, allez, je le fais. Au pire, je me prends un vent et puis c'est pas grave. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de May, qui m'a écrit sur ma boîte mail un très joli texte pour me raconter l'histoire d'une rencontre qui a bouleversé sa vie. Et j'ai eu envie d'en savoir plus. Salut May, comment vas-tu ? Eh bien, écoute, très heureuse de faire partie de ton podcast.
Voilà, donc tout va bien. Et toi, comment tu vas? Ça va super. Écoute, nous sommes loin l'une de l'autre. On a eu quelques Oui. problèmes de connexion puisque je suis au Costa Rica et que tu es en France. Mais on va y arriver. May, est-ce que tu peux, avant toute chose, s'il te plaît, te présenter en te décrivant en 5 hashtags? En 5 hashtags. Alors, du coup, je dirais premier hashtag créative, parisienne, rêveuse, amoureuse et passionnée. Voilà. Tout ce qui tourne autour de l'amour, finalement. T'aurais pu mettre un petit hashtag romantique ou pas? Bah oui, forcément. Forcément. Vu que aussi on me connaît plus sous le nom de petite romance sur les réseaux sociaux, donc forcément la romance c'est là quoi. May, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire dans quel environnement familial tu as grandi, dans quelle partie de la France, dans quel type de famille et avec quel modèle parental? Alors justement, moi j'ai une vie assez particulière. J'ai été adoptée quand j'avais 3 semaines à Ho Chi Minh au Vietnam. J'ai grandi dans le sud de la France, donc dans un village entre Nîmes et Montpellier, donc avec 2 parents qui se sont mis ensemble depuis, ça faisait depuis 1970. Donc ils ont été toute leur vie ensemble. Donc 2 parents très aimants, un cadre de vie, on va dire, vraiment idéal pour l'enfance à la campagne, vraiment l'idéal jusqu'à 2010-2011 où j'ai perdu en fait ma mère d'un cancer et j'ai perdu ensuite mon père à l'âge de 21 ans. Donc voilà, ça a été un premier bouleversement dans ma vie et c'est suite à ça en fait que je suis partie vivre à Paris. Ouais, oui, oui. Gros bouleversement, j'imagine. Quand cette période de ta vie arrive, tu as quel âge? Alors, dans un premier temps, pour ma mère, j'ai 10 ans, je vais sur mes 11 ans, et mon père, j'ai 21 ans. Donc, à ce moment-là, je suis en pleine étude. Toi, quand tu entres dans l'adolescence, tu as quelle vision de l'amour? Est-ce que tu idéalises le couple parfait, la belle rencontre, la belle histoire? Est-ce que tu n'es pas du tout dans ce schéma-là? Pour moi, quand j'arrive à l'adolescence, j'étais déjà une grande romantique. C'est-à-dire que j'ai mon premier copain vraiment à l'âge de 15 ans. Il faut savoir qu'au collège, c'est un petit peu compliqué. Moi, je suis du genre à avoir mon petit journal intime, à noter tous les amoureux que j'ai, à coller des bracelets, des trucs, enfin tout ça. Donc, j'étais vraiment déjà très romantique, mais même, je dirais, depuis la maternelle. Je me souviens de mes premiers amours en maternelle, tout ça, qui ont énormément finalement compté pour moi. J'étais comme toi, c'est marrant. C'est vrai? Ouais, c'est exactement pareil. Et à l'adolescence, en fait, j'idéalise beaucoup. C'est-à-dire que je vois un garçon qui va me plaire. Alors moi, j'avais une espèce de schéma ou prototype, je sais pas trop d'où. Alors si, quand même, j'étais une grande fan des choristes. Le petit Morange dans les choristes, c'était... Alors, c'était plutôt le garçon qui avait des cheveux mi-longs, des yeux clairs, tout ça. Et donc, du coup, bon, j'étais amoureuse, mais une grande amoureuse de beaucoup de garçons. C'est-à-dire que je trouvais qu'un, il avait une telle particularité, parce qu'il soit il faisait du skate, l'autre il faisait de la musique, l'autre... Donc voilà, j'étais un petit peu comme ça. Tu te racontais beaucoup d'histoires. Ouais, énormément d'histoires. Je me racontais énormément d'histoires, je fantasmais beaucoup en fait sur les relations amoureuses. Ma mère, je pense que sans me le dire forcément, puisqu'elle est décédée quand j'avais 10 ans, mais c'était quelqu'un de très romantique. Et vu que je pense que mes parents aussi ont été ensemble toute leur vie, j'ai eu sûrement de leur part quelque chose qui est lié justement à cet amour durable en fait. Donc pour moi, c'était très important qu'à mes 15 ans, je rencontre le garçon, on va dire. C'est-à-dire que mon premier amour devait, pour moi, signifier l'amour de ma vie, finalement. Après, on peut revenir dessus sur qu'est-ce que c'est l'amour de sa vie, mais pour moi, c'était ça, en tout cas, l'enjeu. Dès 15 ans, je fantasmais sur mes premières relations, en tout cas. Grosse pression, quand même, l'idée de rencontrer l'homme de ta vie à 15 ans, non? Oui, énormément, quand même. Et qu'est-ce que ça t'a valu, du coup, comme belle surprise ou comme déception dans tes premières histoires d'amour? Alors, ma première histoire d'amour, quand j'avais 15 ans, ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est que forcément, moi, j'avais des attentes. Et ces attentes-là n'est pas à la hauteur d'un garçon, je pense, de 15 ans. Donc, par exemple, même l'idéalisation de la première fois, où finalement, ma première fois ne s'est pas passée comme, par exemple, j'aurais pu l'imaginer. Donc, des déceptions ou des choses où on ne se rappelle pas, etc. Et je pense qu'on met beaucoup de pression aussi peut-être sur les femmes, sur la première fois, c'est quelque chose de très important. C'est, voilà.
Alors que finalement, en tout cas, c'est mon avis personnel, ça a été une première expérience et je pense qu'il faut être conscient de son corps, effectivement, et d'être en total consentement avec l'autre personne. Mais à 15 ans, c'est vrai que c'était sûrement peut-être trop tôt et c'était dû à mon idéalisation, en fait, de la personne qui était à côté. Donc, en fait, voilà, il y a eu une première déception vis-à-vis de ça et puis un premier coup de foudre à l'âge de 15 ans aussi, à l'arrivée du lycée, où ce garçon, finalement, n'était juste qu'un fantasme. Mais en fait, je me suis imaginé beaucoup de choses par rapport à lui, qui finalement n'était pas lui de son côté la même chose, il ressentait pas du tout la même chose. Donc ça, on va dire, ancré des choses en moi quand j'ai vécu ma première relation qui a duré. C'est-à-dire que j'ai vécu une relation pendant 4-5 ans, à coup de « je t'aime, moi non plus » vers la fin. Mais voilà, c'était des choses où je me mettais beaucoup de pression. Je me mettais sûrement beaucoup de pression aussi à l'autre. Et pourtant, mes parents n'ont pas du tout été dans un cadre vraiment mariage, enfant, etc. Et moi, je sais que je l'ai en moi. Ça a été quelque chose de, à partir de tel moment, on habite ensemble, à partir de tel moment, on se marie, etc. Des choses de critères vraiment qu'il fallait établir dans sa vie. Et donc, du coup, je me suis séparée de cette personne à l'âge de, 20 ans, 21 ans. Mais ça m'a beaucoup appris, justement. Et c'est là où je me suis rendu compte que les relations qu'on peut appeler des relations toxiques, elles ne le sont pas forcément, en fait, certaines, hein, bien sûr. Parce que finalement, des fois, on rencontre des personnes aussi qui, on se dit « Ah, mais mon Dieu, en fait, c'était une mauvaise personne » ou « C'était pas une personne qui me correspondait, etc. » Mais sur le moment présent, en fait, c'était une personne qui nous correspondait et peut-être que nous-mêmes, finalement, on n'était pas véritablement très sain pour l'autre personne aussi parce qu'on fait trop de projections sur l'autre. Donc, toutes ces relations-là m'ont beaucoup appris, en fait, et a fait que maintenant, je sais vraiment ce que je veux dans une relation saine et ce que c'est aussi, quoi. Il y a je trouve qu'il y a un espèce de débat qui s'ouvre effectivement en ce moment sur la définition de la relation toxique, de se dire que c'est pas parce qu'on en a vécu une que toutes celles qui vont suivre vont être toxiques, que c'est pas forcément nous la raison, mais que c'est effectivement la combinaison de deux personnes, deux personnalités, deux histoires de vie, deux phases de vie qui font que à ce moment-là, la relation n'est saine ni pour l'un ni pour l'autre. Si on remonte au printemps 2022, est-ce que tu peux me dire, toi, dans quelle phase de ta vie tu es, tu as quel âge, tu fais quoi et dans quelle situation amoureuse tu te trouves? Donc du coup, en fait, en mai 2022, moi, je suis déjà avec une personne. Enfin, c'est un garçon que j'ai retrouvé sur une application de rencontre. C'était un peu le hasard des choses et je pense qu'on a matché parce que je faisais plein d'allers-retours sur Paris et qu'il habitait sur Paris. Et en fait, on se rend compte au fil des discussions qu'on se connaît, qu'on connaît des personnes et en fait, on se rend compte qu'on était ensemble au Vietnam il y a quelques mois auparavant. Donc le destin fait que je suis avec cette personne à ce moment-là et donc je suis sur Paris. Et là, je reçois un message sur Instagram d'un photographe qui me dit voilà, est-ce que ça te dirait de faire un shooting photo ensemble? Il me reste une pellicule en noir et blanc à l'argentique. J'ai vu que tu faisais modèle, est-ce que ça te dirait? Et je lui dis écoute, oui, pourquoi pas. Il me dit voilà, je te donne rendez-vous telle date, telle heure, on pourrait le faire au but de Chaumont et puis avant, on peut se boire un café si tu veux. T'avais pas peur, toi? Non, j'avais pas spécialement peur. Parce que je pense que j'avais pas peur aussi parce que c'était à l'extérieur. C'est vrai que, petite alerte quand même aux femmes, se méfier quand même. Parce que c'est vrai que là, sur le coup... Ne pas refaire ça à la maison. Ne pas refaire ça à la maison. Parce qu'effectivement, moi, j'ai pas eu peur. Mais après, c'est vrai qu'on peut pas juger forcément... un feed Insta ou un échange, etc. Donc, c'est vrai que ça aurait pu être dangereux. Mais sur le coup, en fait, j'ai confiance. Et je me dis, très bien, on va boire un café. De toute façon, je peux très bien partir après. C'est un café dans Paris, donc voilà. Et donc, je me rends au Café des Folies à Paris, dans le 20e. Et là, je le vois, donc on s'assoit à la table. Donc, bonjour, enchanté, tout ça. Et je vois directement une personne hyper solaire, un grand sourire, très, très sympa. Et au départ, on se raconte un peu nos vies, donc d'où on vient, ce qu'on fait. Et en fait, je me rends compte que lui a fait un voyage, je crois, même pas un an avant moi ou un truc comme ça, au Vietnam aussi. Donc directement, il y a quelque chose un peu où on se raconte notre voyage. Et puis, il me dit, c'est parti, on y va. On va au but de Chaumont pour faire le shooting et tout. J'ai dit,
vas-y, let's go, on y va. Et je me souviens, donc on monte un petit peu la petite, voire même grande montée, parce que ça fait que monter dans cet endroit à Paris, pour aller au but de Chaumont. Et donc, pour ceux qui sont pas de Paris, c'est un grand parc magnifique en plein Paris. Et à cette époque de l'année, moi qui suis du Sud, je me dis, en mai, il fait chaud, je mets une robe. Sauf qu'en mai, à Paris, il fait pas chaud du tout. Il fait pas toujours chaud. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu froid et tout. Donc, je me dis, bon, j'espère que ça va passer assez vite quand même. Et puis, en parlant, voilà, je lui dis, mais en fait, tu fais quoi vraiment dans la vie? Il me dit, bon, ben voilà, en fait, moi, je fais de la photo. Je suis chef privé aussi pour des particuliers à mon compte. Mais voilà, j'ai fait sinon une école de théâtre et je suis dans le cinéma, la réalisation, tout ça aussi. Et là, je me dis dans ma tête, mon Dieu, genre... un acteur, un comédien, quoi. Et genre, vraiment, le truc que je fuis, c'est les acteurs, les comédiens, tout ça. Je sais pas, il y a un truc un peu de se dire acteur, comédien à Paris, oh là là, ça va se la péter, etc. Enfin bref, un préavis et préjugé de fou, quoi. Et donc, en fait, je le trouve sympa à premier abord, mais moi, je suis en couple à ce moment-là. Donc, j'imagine, mais rien, je suis à des années-lumière, en fait, de savoir ce qui va se passer par la suite. Donc, on fait le shooting et tout se passe bien, tout ça. Et en fait, je me souviens d'un moment où on descend, en fait, après, on a fini le shooting, donc qui dure 1 heure et demie. Et on arrive vers République et moi, je dois faire développer des photos que j'ai prises avec juste mon petit appareil photo jetable. Et on s'arrête à une boutique. Et là, moi, je développe des photos où je suis avec mon copain dessus. Et donc, du coup, je le fais, mais je crois que lui, il le voit pas forcément. Puis on se quitte comme ça, place de la République. En plus, il y avait un petit coucher de soleil, une entrée de lumière magnifique, tout ça. On se dit à la prochaine fois, peut-être et tout. En tout cas, trop cool. Et j'ai hâte en fait de voir les photos. Et là, je rentre chez moi, donc je retrouve mon copain. Et je me souviens, à cette époque, mon copain me dit c'est qui ce gars et tout, je suis sûre que tu vas finir avec lui, mais un peu jaloux et tout. Je dis mais pas du tout en fait, mais vraiment, mais alors toi, mais t'as craqué? Absolument pas, enfin je suis avec toi, pas du tout. Quelques mois passent et en fait, ce garçon avec qui j'étais me trompe, littéralement avec une collègue de travail. À ce moment-là, moi, je le découvre et je me dis, mais en fait, c'est pas possible. Des fois, les personnes les plus jalouses sont en fait ceux qui, derrière, sont pas 100% bien avec. Bien sûr. C'est quand toi, tu ressens des trucs, tu vis des trucs, tu caches des trucs, tu enjolives un peu la réalité du quotidien ou certaines choses. En tout cas, tu n'es pas complètement honnête sur ce que tu vis, que tu t'imagines que les autres peuvent vivre la même chose. Mais bien exactement. Sûr. Et puis en plus, justement, encore une fois, les apparences sont parfois trompeuses parce que pour moi, c'était un garçon qui représentait, on va dire, l'homme qu'on pourrait dire idéal de la société, enfin, c'est-à-dire cadre, petite chemise, etc., de bonne famille, des amis, poli, courtois, enfin, qui dit je t'aime, aimant, qui limite avait, c'est même pas limite, c'est qu'il avait une bague avec mon prénom à l'intérieur, enfin, bref, vraiment un truc de fou. Et en fait, je tombe des nues littéralement et je me souviens, je dis à ce garçon, je le découvre en fait, moi, je ne fouille jamais les téléphones, j'ai horreur de ça. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, dans la nuit, instinct, je me réveille. Je connais son code du portable. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Et en fait, je découvre sur Instagram une conversation sans fin avec une fille. Je comprends direct. Et là, je lui dis le lendemain, je lui dis, mais en fait, là, c'est fini. Tu pars. Trouve un moyen de te loger. Ça faisait en fait 2 semaines qu'on avait emménagé vraiment ensemble dans notre appart. Moi, je venais de perdre mon père 1 an auparavant. Je venais d'arriver sur Paris après mes études en fait en communication. J'étais dans mes premières recherches de taf, etc. Donc un peu un gros bazar dans ma vie. Et je me dis voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis dans un appartement en plus qui me coûte les yeux de la tête à Paris toute seule. Heureusement que j'avais la maison dans le sud de mes parents que j'avais hérité que je loue quoi. Bref, 1 mois passe, 2 mois passent et en fait là je fais un pop-up store. Donc c'est les boutiques éphémères en fait pour ceux qui connaissent pas dans Paris, proche des Batignolles pour ma marque de vêtements que je développe à ce moment-là aussi en tant que petite entreprise quoi. Et je reçois un message de ce fameux photographe, donc Théo, qui me dit « Coucou, ça va? En fait, je viens de voir que tu fais un pop-up juste à côté de chez moi. » Donc, dans le 17, je lui dis « Ok. » Il me dit « Ça te dit un café? Moi, je viens de rentrer de New York. J'étais là pour tourner un clip, etc. » Je lui dis « Écoute, pas de problème. Par contre, en fait, je suis hyper malade. Je venais d'attraper une crève monstre. » Je lui dis « Si tu veux, mais je suis très malade. » Donc...
Il me dit ok, il n'y a pas de souci, on se voit. Donc je prends une petite pause, je laisse les filles tenir mon stand et puis moi je le rejoins à un café vraiment pas très loin. Et au café, on se rejoint et bizarrement c'était la deuxième fois qu'on se voyait et on se prend dans les bras. On se prend dans les bras et puis spontanément, mais vraiment la première chose spontanément, coucou ça va et tout, on se prend dans les bras, on s'installe au café et en fait moi je venais de m'acheter mon nouvel appareil photo, donc je lui montre les fonctionnalités, il m'explique etc. Enfin bref, on parle un peu photo, tout ça, de son voyage à New York, de ce qui s'est passé entre nous. Et en fait là tout naturellement vient la discussion sur l'amour, qui forcément est une discussion je pense dans les top 5 des personnes dans le monde. Et là, je lui dis voilà, que moi, je vois des garçons, etc., mais qu'il n'y a rien forcément, quoi. C'est plus pour voilà, profiter de Paris, etc., de sortir un peu. Et Théo, il me dit qu'il voit une fille, mais que pour lui, ça ne va pas forcément durer non plus parce qu'il ne se sent pas forcément bien dans cette relation. Et petit à petit, en fait, on parle de notre vision de la relation, comment on voit les choses. Comment aussi notre indépendance est très importante dans notre relation, comment en fait finalement la vision du couple qu'on dirait classique ne nous correspond pas forcément, sans parler de couple ouvert ou couple libre, tout ça, mais juste voilà, on est des personnes qui sommes freelance déjà de base et très indépendants et qu'on a besoin de ces choses-là pour justement que notre couple puisse marcher. Et en fait, en discutant avec lui, je me dis mais tiens, c'est marrant, en fait, il ressemble vraiment à en fait, à ce que j'aspire. Et en fait, bon, voilà, la conversation s'arrête, on se quitte parce que moi, je dois rejoindre mon stand. Et quand je rejoins mon stand, je me dis, bon, allez, je lui envoie un message, je lui dis, est-ce que t'es libre ce soir pour qu'on aille manger un bout? Il me dit, bah non, je suis pas disponible par message, etc., mais une prochaine fois. Je dis, bon, d'accord. En plus, c'est la première fois vraiment où je relance quelqu'un après. Je ne fais jamais ça. Et donc, du coup, je lui dis, bon, d'accord, ok, la prochaine fois. Et la prochaine fois, il me dit, bon, voilà, attends, j'ai trouvé une expo super sympa. Est-ce que ça te dit d'aller? Donc, il faut savoir qu'avec Théo, la photo, l'art, la cuisine, on a plein de points communs, finalement. Il a quel âge, Théo? Alors, Théo, il a, à cette époque, donc moi, j'ai 22. Lui, il a 31. Donc, on a 9 ans d'écart. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et en même temps, je sais que la première fois que je l'ai vu, j'étais choquée de savoir son âge. Je lui disais, mais en fait, tu fais pas du tout ton âge, en fait. Vraiment, clairement pas. Mais oui, un 9 ans d'écart, quand même, c'est vrai que c'est pas rien. Et en fait, quand il me propose cette exposition, je crois que c'est une semaine avant, il me dit, May, je peux pas, j'ai une mission de cuisine, je dois annuler. Je suis bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, à ce moment-là, je suis pas du tout dans le truc de me dire, je me pose avec quelqu'un, je viens de me faire larguer, tromper que je largue, mais pour moi, c'est un peu la même chose. Je suis pas du tout dans ce mood. Pour moi, c'était, non, c'est fini, les garçons, c'est fini, etc. Voilà. Donc, pareil, je vois d'autres garçons et tout. Je m'en fiche un petit peu. Et puis, j'avais pris des mois à l'avance, en fait, des places pour moi où je m'étais dit, j'ai envie de réaliser un rêve parce que j'ai un carnet de vœux. Des vœux qui peuvent paraître basiques comme nager dans l'eau turquoise de la Grèce. Ah, mais c'est génial, moi aussi, j'ai ça. C'est vrai? Encore un point commun. Non, mais laisse tomber, depuis qu'on parle, je me dis, putain, mais en fait, on est pareil. Oh, final, j'adore. Tout ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est moi. C'est très, très drôle. Ouais, le carnet, moi, j'appelle ça ma bucket list. Ouais. Exactement. Moi, c'est ma petite wish list. Et en fait, dessus, j'avais marqué voir un concert de piano à la Bougie. Donc, j'avais pris des places à l'avance. En me disant, bon, je prendrai une copine à ce moment-là, ou un pote, ou voilà, bref, mais je prends 2 places au cas où. Et là, Théo étant présent et sachant qu'il m'avait posé un lapin, je lui dis, écoute, si tu veux, viens avec moi, on va boire un concert à la Bougie, c'était Enoldi. Donc là, on est en décembre, donc on s'était vu en fait en novembre, pour la 2e fois, et là, c'est en décembre. Donc, on se voit pour ce concert. Je sais qu'on va manger un bout avant, etc. Et on va boire un verre, tout ça. Et on va du coup à ce concert. Et pendant le concert, donc forcément, il y a la musique, il y a l'ambiance, il y a les bougies. Et là, un truc qui ne m'était pas arrivé depuis l'adolescence, le cœur qui se met à s'emballer et des sueurs froides comme « Mon Dieu, qu'est-ce que je fais ?» Je suis tétanisée en fait. Il est à côté de moi, je sais plus quoi faire. Donc,
une enfant, enfin une ado, quoi, complètement. Et là, je me dis, est-ce que je pose ma tête contre lui ou pas? Et en fait, c'est une sensation que je redécouvre, que j'avais vécue en fait quand j'étais en 5e, la première fois où je vais au cinéma avec un garçon que j'aime bien, où j'avais hésité à poser ma tête contre lui et tout à 13 ans, quoi. Donc 10 ans plus tard, je me retrouve dans la même situation. Et je me dis, bon, allez, je le fais. Au pire, je me prends un vent et puis c'est pas grave. Et je le fais et je sens sa tête se poser contre la mienne. Et là, je fais ouf, genre, ça va. De là, je me dis, il y a eu un petit truc, en fait, qui s'est passé. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le lendemain, je pars au Vietnam, en fait, pour faire Noël. Sachant que j'ai plus en fait mes parents, je me dis je vais partir, je vais pas me retrouver à Noël toute seule à Paris et tout. Donc j'avais pris des billets au dernier moment pour y aller. Et je dis à Théo, viens si tu veux à la maison, tu m'aides à faire ma valise, on continue de parler. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très naïve, très romantique. Donc je n'ai aucune intention derrière autre que de parler et de faire ma valise. Vraiment, faut savoir. Donc, pendant que je suis en train de faire ma valise, il est sur le canapé, on papote et en fait, on discute jusqu'à 2h du matin considérablement. J'ai mon avion à 8h du matin, voilà. Donc, je vis un peu à la One Life totale. Donc, je suis moi avec ma grenouillère panda. Donc, la grenouillère, c'est le pyjama qu'on enfile panda. Vraiment un truc absolument très glamour. Hein. Et en fait, on déplie le canapé lit et je lui dis, vas-y, au pire, qu'est-ce qu'on peut regarder? Là, tu vas voir, tu vas rigoler. Je crois que je panique à ce moment-là. Je lui dis, vas-y, viens, on regarde un épisode de Tintin. Mais pourquoi? Je sais pas. Je crois qu'on était en train de regarder sur Netflix et là, je vois épisode de Tintin. Voilà, épisode de Tintin. Donc, bref, on se met devant. Alors, je pense que Théo a dû énormément rigoler à ce moment-là. Et en fait, je m'endors littéralement à côté de lui, en panda, en grenouillère panda. Et en fait, le matin, donc je crois qu'on a dormi très peu parce qu'en fait, on avait parlé, etc., tout ça. À ce moment-là, j'habite dans le 15e, dans les grandes tours. Il y a un magnifique lever de soleil. Mon appartement a une grande baie vitrée et un magnifique lever de soleil. Et là, le ciel orange. Et ce matin-là, j'embrasse Théo. Donc, on s'embrasse. Et je le vois, en fait, qui s'approche de la fenêtre. Et il y a son ombre, en fait, et tout Paris que je vois. Et je trouve ça magnifique. Et je lui dis, écoute, on se voit, en fait, à mon retour, si tu veux. Et de là, il me laisse un appareil photo jetable et il me dit, tiens, quand tu reviens comme ça, on verra tes photos ensemble que tu as prises au Vietnam. Donc, on se quitte. Moi, je pars au Vietnam. Vous êtes juste embrassés? Je crois je crois. Lui, ou alors, peut-être qu'on a fait quelque chose. Mais en vrai, je confonds un peu les moments de quand je suis rentrée ou pas. Lui m'a dit que si. Moi, j'étais persuadée que c'était quand on était rentrés, mais je pense qu'il s'était passé peut-être un peu plus qu'un bisou, peut-être la nuit, je sais plus. Mais en tout cas, moi, dans ma tête, de ce que je ressens, c'est que je pars, mais que pour moi, il n'y a rien d'acté, en fait. Enfin, je m'emballe plus, je suis plus dans le truc de ça va être l'homme de ma vie ou quoi que ce soit. Vraiment, je pars au Vietnam comme ça, sans me préoccuper, en fait, de demain. Je pars 10 jours. En revenant, je reviens le 1er janvier. En plus. Et je ne tombe pas du tout malade, donc du coup, au Vietnam. Et je commande un Pokéball, en fait, quand j'arrive, et je tombe malade. Et sachant que, en fait, quand je reviens sur Paris et que je commande ce Poké, j'avais dit à Théo, écoute, on se voit le lendemain, si tu veux, de mon arrivée. Chose que la deuxième rencontre où l'on se voit avec Théo, j'étais déjà malade. Donc là, en fait, je me tape une intolérance alimentaire du feu avec les algues du Poké. Donc, je fais une indigestion, etc. Bref, je le vois quand même le lendemain parce qu'on fait une exposition ensemble. Et en fait, je me dis, ça va mieux. Donc, on se retrouve, on fait l'exposition. Et là, en fait, arrive au moment où on va au restaurant. Et là, le restaurant, les odeurs, tout ça, je lui dis, écoute, ça va pas, faut que je rentre. Donc, on se quitte à ce moment-là, encore une fois. Je rentre chez moi. C'est sur ces bases un petit peu, on va dire, de voyage, de rupture, de tout ça. On commence à se voir plus régulièrement. Donc, au départ, c'est 1 fois, 2 fois par semaine, des expositions, des restaurants, des verres, tout ça. Et je me souviens, en fait, à un moment donné où on est ensemble dans un resto, où là, je crois que c'est peut-être la 3e ou 4e fois qu'on se voit.
Et là, on se raconte nos souvenirs d'enfance. Et là, je le vois rire en face de moi. Quand je lui raconte quelque chose, on se marre bien. Et il faut savoir, en fait, avec Théo, on adore le cinéma. Donc, on fait souvent des sorties cinéma dans le quartier latin, tout ça. Il y a très un allure de la boum aussi, tu vois. Donc là, revient encore mes petits trucs de romance. Moi, j'ai toujours été aussi amoureuse de la boum, de l'étudiante, de LOL aussi à un moment donné. Enfin, toutes ces romances-là. Et en fait, dans ce restaurant, quand je le vois rire, ça me fait littéralement quelque chose dans le ventre, quoi, où je me dis, en fait, je crois qu'il me plaît beaucoup plus que je ne le pensais, en fait. Et en fait, de là, on commence petit à petit notre relation, sans se poser de questions. Où moi, je me dis, ne t'emballe pas, tu ne dis rien avant. Et c'est là où il y a quelque chose qui est très drôle, encore une fois, c'est que je lui ai écrit une lettre, je crois que c'est quelques semaines ou peut-être le premier mois passé, où je lui dis ce que je ressens à l'allure d'une recette de cuisine. En fait, c'est-à-dire, voilà ce qu'on est en train de cuisiner ensemble, etc. Alors, c'est peut-être une lettre que je te donne sur le feu, mais voilà. Donc, je fais plein de métaphores un petit peu rigolotes, tout ça. Et je lui donne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je lui donne, je suis terrorisée. En fait, je l'avais glissé dans son sac et lui, il repart dans le RER. Parce que du coup, pour rejoindre le 15e et le 17, il y avait le RERC et tout. Donc, c'était beaucoup de métro, de transport entre nous. Et lui, donc, il le prend et puis il m'envoie un message sur Instagram. Il me dit « Écoute, j'ai lu ta lettre. Elle m'a beaucoup touchée. » Et en fait, je lui dis « Comment ça Juste 2 phrases pour me dire ça alors que moi, je lui ai écrit une lettre entière. » Je lui ai dit « Bon, ok, d'accord. » Bon, on se revoit dans les semaines et pareil, avec Théo, on parle énormément jusqu'à 5-6 heures du matin. En fait, c'est vivre quelque chose que je n'avais finalement jamais vécu aussi, malgré le premier coup de foudre que j'ai eu, des histoires d'amour que j'ai pu avoir et ma longue relation aussi. C'est lors de la passion amoureuse pure et même moi, je me dis, mais à quel moment ça va s'arrêter? Parce que c'est tellement intense, c'est pas possible. À quel moment ça va s'arrêter? Et là, donc, il me rejoint chez moi. Pareil, il m'aide à monter des meubles Ikea à 2 heures du matin. Mais vraiment, c'est pour être un film. À 2 heures du matin, il m'aide à monter mes meubles et tout. Et puis, il repart. Et le lendemain matin, en fait, je vois un bout de papier posé en forme d'avion sur mon piano. Et je l'ouvre et je vois... je ne sais pas pourquoi, j'ai plié ce papier en forme d'avion. Donc Théo qui marque ça, je fais bon, ok, marrant. Je sais pas pourquoi il a fait ça et je le pose sur mon bureau en fait. 2 semaines passent et là en fait je suis chez lui et on regarde un concert de Arte et je sais pas si peut-être un auditeur ou une auditrice connaît Superpose. C'est un compositeur en fait que j'ai découvert justement ce soir avec Théo et c'est une musique qui prend véritablement au trip, c'est de l'électro, mais assez douce. Et là, en fait, pareil, le truc de ça monte et en fait, cœur qui bat à 1000 à l'heure, je sais pas trop ce que je dois faire, etc. Et je me dis, il faut que je lui parle, en fait. Il faut que je lui parle. Là, il y a trop de sentiments, il y a trop de choses, on vit trop de choses intenses, mais il y a rien qui se dit. Et là, je me tourne vers lui et je lui dis, écoute, on est sur le canapé, en fait, avec le concert, la musique, on se parle pas, mais on est tous les deux, en fait, enlacés. Et je me retourne vers lui et là, je le regarde et je lui dis écoute, ça n'engage à rien, mais je me sens trop bien avec toi. Et en fait, je me suis dit dans ma tête, si je lui dis ça, au moins, ça lui fait pas peur non plus. Et moi, ça laisse exprimer en fait ce que je ressens pour lui. Et de là, il me regarde, il me sourit et puis il me dit bah moi aussi, en fait, je me sens trop bien avec toi. Il me dit un truc que je comprends pas sur le moment. Et il me dit dans la lettre que je t'ai écrite. Et là, dans ma tête, je dis ok, mais ça fait pas tilt. Vraiment, dans ma tête, il n'y a pas de tilt. Je me dis, d'accord, ok. Et puis, je dors chez lui. Le lendemain, je rentre dans mon appartement parce qu'il faut savoir qu'avec Théo, on dormait une fois chez l'un et chez l'autre, mais on restait pas très longtemps ensemble. Je pense que Théo aussi avait cette vision du couple qui lui faisait très peur. Et en fait, pour lui aussi, le terme engagement, c'était quelque chose qui enfermait, etc. Puis c'était les premiers mois, donc on pouvait pas tellement aussi peut-être parler de ça entre nous. Et c'était peut-être pas le moment aussi. Et du coup, je rentre chez moi le lendemain et là, je regarde mon bureau et là, littéralement, mot pour mot, je dis à voix haute « Putain, mais je suis conne ». Et là, je regarde en fait en face de moi ce bout de papier plié en avion et je l'ouvre
Et en fait, c'est comme les, comment on appelle ça, ou quand on est petit, les poètes là, qu'on fait et qu'on ouvre, qu'on dit 1, 2, 3, 4, qu'on ouvre et tout, et qu'il y a un mot dedans. Les rosaces, là? Ouais, les espèces de rosaces. Alors, je te fais le signe là en vidéo, mais je sais plus trop comment ça s'appelle. Comme ça, là, quand on met les 4 doigts dedans et qu'on ouvre et qu'il y a des couleurs, on choisit. Et donc, c'est un peu fabriqué de la même manière. Donc, je l'ouvre et là, en fait, je me dis, en fait, ça faisait 2 semaines que lui pensait que j'avais lu sa lettre et que moi, en fait, je pensais qu'il m'avait jamais répondu. Qu'est-ce qu'il y avait dans la lettre? Alors, dans la lettre, c'était justement qu'il se sentait aussi très bien avec moi. Et il avait fait aussi un parallèle avec la lettre que je lui avais écrite, avec les métaphores autour de la cuisine, comme quand, en fait, il avait été lui aussi ses sentiments pris sur le vif, etc. Et en fait, ce que j'ai adoré et ce que j'adore toujours avec Théo, mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que je suis tombée littéralement sous son charme, c'est le fait qu'on soit 2 romantiques aussi, énormément. Donc, à l'heure actuelle, beaucoup ne s'écrivent plus de lettres. Il y a beaucoup les textos qui ont remplacé ça. Moi, j'ai ma petite boîte. Théo a sa petite boîte. On a nos lettres et nos petits mots qu'on s'écrit encore maintenant, tu vois. Donc, du coup, c'était vraiment le début, quelque chose de très romantique, comme on va voir Eternal Sunshine. Pareil, au début de notre relation, où en fait, il y a des choses qui se produisent un peu aussi à un moment donné à la maison, où pendant on était en train de construire mes meubles Ikea, où tout le monde galère pourtant et que ça peut créer des tensions de couple. Nous, on était plutôt à rigoler. On était à rigoler à 2h du matin et en fait, on est, je me souviens, sous mon drap et on parle. Et en fait, j'avais mis une espèce de guirlande en fait de lumière et dans une des scènes de Eternal Sunshine, il y a ça qui se passe aussi. Ils sont sous un drap. Sous un drap où ils sont avec les lupiotes, etc. Et en fait, là, c'est vraiment des choses de film aussi que je vis, mais de romantique, mais que je n'ai pas déclenché par moi-même. Au contraire, quand j'avais 15 ans, je cherchais ça. Et là, je ne le cherche pas. Et par coïncidence, des choses arrivent. Comme une fois où Théo me pose sur ma tête un casque avec une musique, comme dans La Boum, exactement, pendant que je suis dans la rue en train de l'attendre. Donc... Et en fait, je vis ces romances que j'ai tellement voulu. Je le vis là avec Théo sans même avoir eu à déclencher quelque chose ou à faire de la projection sur quelqu'un, parce qu'en fait, rien au début me disait que Théo allait être cette personne qui me correspond si bien maintenant, quoi. Et ce que j'ai toujours dit à Théo aussi, c'est que, parce que ça a été quelqu'un, et c'est toujours, enfin moi maintenant, mais ça a été quelqu'un au début de notre relation, pendant les 6 premiers mois, ça a été très compliqué lors de l'engagement, comment on voyait ça, le fait de communiquer beaucoup dans un couple, ce qui est très important. Je lui ai dit, écoute, moi que tu me fasses des promesses maintenant, pour moi, je dirais toujours que les promesses sont des promesses du présent et qu'on ne peut pas imaginer ce qui se passera après, etc. Et si je te dis maintenant, je t'aime pour toujours, c'est que je le pense. Et si tu me dis, je t'aime pour toujours maintenant, c'est que tu le penses. Mais je ne t'en voudrais jamais, en fait, de m'avoir dit ça si jamais on doit se séparer. Et je pense que si on relativise sur ces choses-là et si justement aussi on se dit, voilà, la personne n'est jamais acquise, finalement, c'est ça aussi la beauté des choses. Cet ordre de finitude qu'on peut voir dans les relations amoureuses, etc., la chose où on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est là où on vit intensément les choses. Et tu vois, là, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Et en fait, j'ai toujours l'impression que c'est comme si ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble, quoi. Donc voilà, chaque histoire est pour moi différente. Et en tout cas, je sais que ce que je vis avec Théo là, c'est parti de quelque chose, d'un moment que je n'aurais jamais imaginé dans ma vie, quoi. C'est très difficile de faire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire quand on est dans un début de relation passionnelle, toute cette passion amoureuse, toute cette envie d'être ensemble tout le temps, cette envie de promesse pour le futur, réussir à se détacher de cette vision, c'est difficile. Est-ce que tu penses que toi, tu as mobilisé, il y a quelque chose en particulier chez toi qui fait que tu arrives à le faire, ou que tu as réussi à le faire? J'aurais jamais été capable de faire ça. J'ai jamais été capable de le faire. J'ai toujours projeté, j'ai toujours eu ma vision, quel que soit le mec, hein, même après un premier baiser, un café, machin, je projetais. Je pense que déjà, j'ai fait de la psychanalyse, ça aide déjà. J'ai fait 1 an de psychanalyse aussi sur ça et aussi le fait de la patience et de toujours se dire la personne fonctionne différemment.
Et c'est compliqué, encore même actuellement. Hein, il y a des choses où ça peut être compliqué, mais c'est de déconstruire aussi peut-être des schémas qu'on s'est mis dans la tête aussi petits ou petites. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je rêve de me marier. Théo, je pense qu'il le sait. Je rêve d'avoir des enfants. Théo, il le sait. Mais ce qui n'empêche pas que je lui ai dit un jour, ce qui peut paraître un peu bizarre, hein, mais je lui ai dit un jour, Théo, écoute, si un jour tu veux pas d'enfant, mais moi, j'ai profondément envie d'avoir un enfant. J'ai pas envie qu'on se sépare juste parce que toi, tu ne veux pas, parce que notre amour, en fait, n'est pas basé sur le fait de concevoir, en fait, un enfant. Donc, il y a plein de possibilités à l'heure actuelle pour des femmes aussi d'adopter seules. Je ne me vois pas, en fait, ma vie sans toi, quoi. Donc, en fait, c'est difficile à la fois de se dire, mais attends, comment on peut vivre avec quelqu'un en ayant une autre vision ou comment ne pas projeter quelque chose qu'on veut. Je pense qu'il y a toujours forcément des compromis. Ça, c'est inévitable. Les gens vont me dire, non, mais en fait, si on aime quelqu'un, etc. Non, il y a toujours des compromis à faire. Après, c'est des compromis à quelle échelle ? C'est-à-dire que si toi, tu te sens... Il faut que tu te sentes bien là où tu vis déjà, avec qui tu es. Et c'est surtout communiquer. Et en fait, avec Théo, je pense pourquoi aussi ça marche bien entre nous, c'est qu'on communique beaucoup sur les choses qui nous plaisent comme ils nous plaisent pas. Le fait aussi qu'on soit indépendant et qu'on ait chacun aussi notre... on est dans un univers aussi créatif, etc. Donc, il y a encore un peu, on va dire, une philosophie d'enfant qu'on garde. Et je pense que les couples, quand on devient adulte, il y a parfois peut-être ce manque de naïveté, ce manque de pureté qu'un enfant peut avoir dans ses premiers sentiments. Et c'est compliqué à garder, mais justement, je pense que si on lit, si on va au ciné, au spectacle, si on est dans cet ordre-là de création, on le garde un petit peu quand même. Donc voilà, c'est communication, bienveillance et compromis aussi, je pense. Quand tu penses à l'histoire de votre rencontre, si tu devais la résumer en une phrase, tu dirais quoi ? Je dirais que ça a été la plus belle rencontre que j'ai faite. Enfin, ou plutôt, je dirais, même si c'est celle-ci, mais en une phrase, ça serait plutôt l'imprévu dans l'imprévu, quoi. C'était mon plus bel imprévu dans mon imprévu, finalement. Parce que ma vie a été formée là, après toutes les vies sont formées d'imprévus, mais là, je ne pouvais vraiment pas imaginer parce que durant toute ma vie, j'ai toujours projeté, en fait, quand je rencontrais un garçon, il y avait toujours une rencontre signifiait quelque chose qui va arriver. Là, avec Théo, quand je l'ai rencontré, jamais je n'aurais imaginé ça, en fait. Que je serais tombée sur le bon. Il n'y a pas eu de coup de foudre. Alors qu'à chaque fois, mes relations, c'était soit c'est un coup de foudre, soit c'est « Ah, je rencontre ce garçon, donc allez, je fonce, quoi ». Et là, non. Et en fait, je pensais avoir été amoureuse. Je pense que j'ai été amoureuse d'une certaine manière, mais le véritable amour sain que je connais maintenant avec Théo, c'est la première fois que je ressens ça. Et je pense que c'est le plus bel amour qui soit, c'est quand un amour est sain et quand la personne est autant bienveillante avec elle-même qu'avec aussi vous, en fait. Est-ce que tu peux lui glisser un petit mot pour conclure ? Ah, punaise. Un petit mot pour conclure. En tout cas, j'espère, Théo, que quand tu as écouté cet épisode, tu te seras remémoré quelques petits souvenirs et que voilà, toi et moi, tu sais que on est un peu Bonnie and Clyde, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on se surnomme. J'adore Bonnie and Clyde. Merci beaucoup, May. Merci pour cette très belle histoire. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings,
Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.